On va parler cette fois-ci de comment on peut travailler à plusieurs avec GitLab, avec un mode relativement simple. Il y a des façons un peu plus évoluées de travailler avec GitLab. Donc, pour rappel, on va avoir un dépôt commun, accessible à tous, au moins occasionnellement, qui va être géré par GitLab. Et puis, donc, chaque utilisateur va faire un clone de ce dépôt sur sa machine pour pouvoir travailler sur le projet. Et périodiquement, eh bien, il remettra son dépôt local à jour à partir du dépôt commun, parce qu'entre-temps, il y a peut-être d'autres utilisateurs qui auront fait évoluer le dépôt commun. Et puis, quand il a avancé suffisamment sur son travail et qu'il a une nouvelle version stable, eh bien, il transférera ce qu'il a fait dans le dépôt commun. Alors, globalement, comment va fonctionner un petit peu cette synchronisation entre les dépôts? Donc, pour rappel, un dépôt est constitué d'un ensemble de versions qui sont identifiées par un hash et d'un ensemble de références, ce sont les branches et les étiquettes. Et localement, un dépôt distant va être identifié par un nom. Et donc, imaginons qu'on ait un dépôt distant qui s'appelle D, et sur ce dépôt, on a une branche B. Eh bien, localement, on considérera qu'on a une branche qui s'appelle D/B. C'est comme ça qu'on va pouvoir manipuler une branche finalement d'un dépôt distant, exactement comme si c'était une branche à nous, et qu'on va distinguer la branche master de notre dépôt de la branche master du dépôt distant. L'action fetch, elle, permet donc de récupérer dans le dépôt local les versions disponibles sur un dépôt distant et ça met à jour ou ça crée les branches de suivi. L'action pull, donc elle fait le fetch, puis le merge, et elle va faire un merge de la branche qu'on récupère dans la branche qui est censée la suivre sur notre dépôt local. En fait, dans notre dépôt local, quand on a une branche, elle pourra être indiquée comme suivant une branche d'un dépôt distant. Et du coup, ça veut dire que quand on fera un pull depuis cette branche locale, eh bien, ça fera automatiquement un fetch puis un merge de la branche distante qui est suivie. Quand on fait un push, eh bien, notre branche locale va être transférée sur le serveur dans la suite de l'historique, toujours de la branche que notre branche locale est censée suivre. Voilà, il faut, pour que cette modification puisse être faite, que, eh bien, il n'y ait pas de fusion à faire du côté du dépôt distant. Sinon, le push est refusé. Ça veut dire que si entre-temps, le dépôt distant a été modifié, eh bien, il faudra commencer par refaire un pull pour mettre à jour notre branche avec celle du dépôt distant avant derrière de refaire un push. Alors, on va examiner un petit peu comment on met cela en œuvre avec GitLab. Et donc, GitLab, comme je l'ai dit, on peut l'utiliser soit le site général, soit une instance locale. Et là, ici, on a une instance au niveau de l'Université du Havre qui est à l'URL suivante, donc https://w3-apps.univ-le-havre.fr/forge. Quand on va aller ici sur cette adresse-là, eh bien, on va arriver sur une page ici de connexion et on va pouvoir se connecter ici avec le CAS de l'université. Donc, si vous n'avez pas enregistré vos identifiants, il va vous demander vos logins et mots de passe de l'université. Une fois que vous êtes arrivé ici, eh bien, il va falloir configurer GitLab pour que vous puissiez ensuite travailler avec. Et donc, on a deux solutions pour récupérer des projets qui sont sur GitLab avec un Git clone, soit se connecter en SSH, soit se connecter en HTTPS. Donc, on va étudier dans un premier temps comment configurer GitLab pour la connexion SSH. Donc, pour ce faire, on va cliquer en haut à droite ici, choisir Préférences, et là, on va cliquer dans le menu à gauche ici sur Clé SSH. À partir de ce moment-là, arrive ici une zone où on va pouvoir taper une clé SSH. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une clé SSH? Eh bien, c'est une partie de clé d'un algorithme à clé asymétrique qui va nous permettre ensuite de nous connecter sans se réidentifier, sans donner mot de passe. Donc ici, il va falloir qu'on copie la partie publique de notre clé, sachant que la partie privée, elle est hébergée sur notre machine et c'est SSH sur notre machine qui chargera d'utiliser la clé privée. Donc, pour créer une clé SSH, eh bien, il faut aller dans un terminal et là, il faut taper la commande ssh-keygen. À ce moment-là, le programme nous demande dans quel fichier on va sauvegarder la clé. Donc, par défaut, c'est dans le fichier de votre répertoire .ssh/idrsa.
Et donc ici, on va, pour la démonstration, utiliser un autre fichier. Et là, on va entrer ici ce qu'on appelle une passphrase, donc une phrase qui va servir à générer cette clé SSH. Donc ici, on va mettre une phrase dont il faudra évidemment absolument se souvenir pour les prochaines fois. Une fois que cette phrase a été rentrée, on doit évidemment la retaper une fois. Et là, maintenant, eh bien, si on va dans le répertoire .ssh, eh bien, on va s'apercevoir que par rapport au nom que j'ai donné, on a un fichier ici, idrsa-demo, qui va contenir la partie privée de la clé. Donc celle-là, il ne faut jamais la diffuser. Et un fichier idrsa-demo.pub, qui est celui-là, qui va contenir la partie publique de cette clé. Et ça, c'est cette partie-là qu'il va falloir donner à GitLab. Donc, on affiche le contenu de ce fichier-là. Qui est ici. On copie tout cela, ici. Et on va venir le coller dans cette zone-là, dans GitLab. Il reste ensuite à donner ici un nom à cette clé. Cliquez sur « Ajouter une clé ». Et maintenant, la clé a été ajoutée. Et ça, ça permettra ensuite, on verra tout à l'heure, de se connecter à GitLab sans devoir retaper son mot de passe à chaque fois. Des fois, il faudra retaper la passphrase qui a permis de générer la clé, mais c'est tout. Si on veut pouvoir se connecter en HTTPS, cette fois-ci, il va falloir spécifier un nouveau mot de passe. Alors attention, la connexion avec les identifiants CAS de l'université ne marche pas. Donc il faut cette fois-ci aller dans ici GitLab, choisir toujours là le menu, dans le menu préférences, cette fois-ci cliquer sur mot de passe et là il va falloir mettre le mot de passe 2 fois et faire save password. Et c'est ce mot de passe qui sera utilisé, ce n'est pas le mot de passe du CAS de l'université. Ensuite, on peut éventuellement configurer aussi la langue de GitLab si on n'est pas très à l'aise avec l'anglais. C'est toujours ici dans le menu préférences qu'on va trouver sur localization. Alors, profil. Eh ben, je ne sais plus où c'est. C'est pas sur compte. Edit profile. Paramètres principaux. Ok. Notification, jeton d'accès. On fait une pause. Voilà, parce qu'en fait, j'ai vérifié ce matin, mon truc est disparu. Ah, ça marche. Je coupe du coup. Bah, tu laisses tourner, je retrouve juste, et puis après on va reprendre et je te dirai ce qu'il faudra couper. Pas de soucis, ça marche, ouais. C'est bizarre ce truc-là. Ah voilà, c'était là, je pense. C'est ça. Ok, donc je vais revenir là. Et puis pareil, je vais dire top et comme ça tu sauras repartir. Top. On peut également configurer la langue si on n'est pas très à l'aise avec l'anglais. Donc pour ça, on va ici, on choisit le menu préférences et là on reclique sur préférences et on va trouver ici localization et c'est là qu'on peut choisir la langue que l'on veut. Alors, comme on peut le voir, là GitLab est traduit à 12%, donc on va avoir encore beaucoup d'anglais. On peut voir d'ailleurs c'est localization, c'est language, c'est first day of the week, donc c'est loin d'être très francisé. Ensuite, on va pouvoir créer un groupe dans lequel on mettra nos projets et on pourra associer à ce groupe-là les membres avec les personnes avec lesquelles on travaille. Ils seront membres du groupe et ils auront des droits spécifiques. Alors pour créer un groupe, eh bien, toujours depuis GitLab, on va cliquer cette fois-ci sur le menu en haut à gauche ici. On va choisir Groups
et après, on va faire créer un groupe. Ensuite, on va donc choisir Create Group, et là, on va donner un nom au groupe. Et pour ce groupe, on va pouvoir choisir ici si c'est un groupe privé, interne ou public. Un groupe public sera accessible à tout le monde. Un groupe interne sera accessible qu'aux gens qui ont un compte sur GitLab, et un groupe privé ne sera accessible qu'aux membres du groupe. Donc là, je vais créer pour le moment un groupe interne. Je choisis Create Group, et à partir de ce moment-là, j'ai mon groupe qui existe. Et dans ce groupe-là, je vais pouvoir mettre un certain nombre de projets qui seront partagés par les mêmes membres du groupe. Alors, autre chose que je peux faire pour ce groupe, c'est que je vais pouvoir y ajouter des membres. Donc pour ça, je vais choisir Group Information ici, puis Membres. Et là, je vais venir rajouter un autre membre. Donc ici, on va choisir quelqu'un d'autre avec qui on va travailler. Et puis, on va lui donner un rôle dans le cadre de ce groupe. Par exemple, le rôle développeur. On reviendra après sur les différents rôles. Quand je fais inviter, et bien cette fois-ci, voilà, bon groupe. Maintenant, il y a une nouvelle personne qui appartient à ce groupe-là. Une fois que mon groupe est fait, alors là j'en ai fait un, mais on pourra en créer plusieurs si on travaille avec des équipes différentes, eh bien, je vais pouvoir créer un projet. Alors pour créer un projet, il faut être dans le bon groupe. Donc systématiquement, on commence par être dans le bon groupe. Donc on fait ici groupe, par exemple, vos groupes. Et là, on recherche le bon groupe. Et puis, on peut cliquer ici en haut à droite sur le bouton Nouveau projet. Une fois qu'on est là, eh bien, on choisit de créer un projet vide, Create Blank Project, et on va donner un nom à notre projet. Donc là, on va donner un nom à ce projet-là. Et ce projet, il aura une URL qui est indiquée ici, dans laquelle on retrouve ici le groupe dont fait partie le projet et le nom du projet. On va pouvoir ici mettre une description du projet. Alors comme c'est indiqué, c'est optionnel. Mais comme tout ce qui est optionnel, il faut le considérer comme obligatoire. Donc ici, exemple de projet GitLab pour le cours de génie logiciel. Et le projet, on va également pouvoir choisir sa visibilité. Alors comme il est dans un groupe qui est interne, il ne peut pas être public. Et donc il sera ou privé ou interne. Je vais choisir privé, donc seuls les membres du projet auront accès au projet. On peut éventuellement demander à ce qu'il y ait un fichier README qui soit créé. On ne va pas mettre cette option-là afin d'avoir un petit peu plus de choses qui vont apparaître après. Et puis une fois que c'est fait, on va pouvoir demander la création du projet. Et tout de suite, on a une page qui s'affiche, nous qui est la page du projet, nous informant que pour le moment, le dépôt est vide. Et ici, un certain nombre d'informations sur comment utiliser ce projet. Déjà, on nous rappelle que ce serait une bonne chose de configurer notre nom d'utilisateur et notre adresse électronique. Et ensuite, on dit que ce projet-là, il peut servir soit pour mettre en place un nouveau projet, et on a ici toutes les instructions qui sont à saisir, soit pour faire héberger à GitLab un projet qu'on avait actuellement mais qui n'était pas géré par Git, soit pour faire héberger à GitLab un projet qui était déjà géré par Git mais qui était hébergé par un autre dépôt distant. Donc là, on va être dans le cas ici où on crée un nouveau projet. Donc on va suivre les instructions qui sont là. Donc la première instruction qui est là, c'est une instruction qui nous invite ici à faire un clone de ce projet-là. Donc on va aller dans notre répertoire de travail, ici, et on va faire git clone, suivi de l'URL qui nous a été donnée. Ici, donc l'URL est de la forme git add, le nom de la machine, et après on va trouver deux points, et là on trouve le groupe slash, ici le projet. Quand je fais cela, eh bien, avec ma clé SSH, je n'ai pas de mot de passe à taper. Ici, il me met un avertissement comme quoi j'ai cloné un dépôt vide. Effectivement, c'est le cas. Mais surtout, ça m'a créé ici un répertoire démo cours GitLab. Je vais aller dans ce répertoire.
on s'aperçoit dans ce répertoire qu'on a bien un répertoire .git, et par contre, on n'a pas d'autres fichiers. Donc, c'est bien un projet qui est géré par Git, mais un répertoire vide pour le moment. Si on fait git remote-vv, ici, on a des informations sur les dépôts distants. Et on voit que notre projet, ici, il est fait pour suivre le dépôt des mots courts GitLab, ici, sur la machine forgeb1.unif-lab.fr, et que ce dépôt, il a un petit nom ici qui est origin. Maintenant que j'ai créé ce fichier-là, et que je suis allé dans le répertoire, c'est ce qui est là, je vais faire un petit changement parce qu'on a vu que pour Git, la branche principale s'appelle master. Mais pour GitLab, elle s'appelle main. Donc je vais lui dire, comme c'est suggéré ici, de passer sur la branche main. Ça va se faire avec un git switch-c main ici. Basculement sur la nouvelle branche main. Maintenant que cette branche est créée, eh bien, je vais créer un fichier readme. Alors ici, on avait comme suggestion touch readme.md, ce qui a pour effet de créer un fichier vide. Là, on va créer un fichier rempli, donc emacs readme.md. Alors ici, on voit que c'est un fichier .md, donc c'est un fichier en markdown. Et le nom ici, si on garde readme.md, ça permettra à GitLab derrière d'afficher ce fichier quand je vais sur la page du projet. Donc je vais laisser ce nom-là, readme.md, et là on va mettre un titre pour notre projet, et donc projet de démonstration du fonctionnement de GitLab. Pour le moment je mets que ça, donc comme c'est un fichier MD, une ligne qui commence par un dièse, c'est le titre principal. Une fois que j'ai créé ce fichier readme.md, je vais l'ajouter ici pour qu'il soit géré par Git. Je vais le mettre dans mon dépôt local et je vais le transférer sur le dépôt distant. Donc, je commence par dire qu'ici qu'il va devoir être ajouté à mon dépôt local. Et effectivement, maintenant, je l'ajoute avec un message ici, création d'un fichier readme. Voilà, le fichier a bien été chargé et si je fais un git log, je vois bien que maintenant, dans mon historique ici, j'ai bien une version qui existe pour ma branche main. Par contre, au niveau de mon dépôt GitLab, ici, j'ai pour le moment toujours rien, puisque j'ai rien transféré dans mon dépôt. Donc, il va falloir maintenant que je transfère ceci, ce que j'ai en local dans le dépôt, et ça va se faire avec un git push. Alors le git push pour le moment, il est refusé. Pourquoi il est refusé? Parce que quand je fais un git branch ici -v, je vois que j'ai bien ma branche main, mais ici, j'ai aucune information. Ça veut dire que cette branche-là, elle n'est pas configurée pour suivre une branche distante. Donc là, je vais dire cette branche main, elle doit suivre la branche distante qui va s'appeler main. Et donc ça, je vais le faire en mettant ici ce que me suggère de faire Git. C'est-à-dire que je vais ici lui passer à mon git push le paramètre -set-upstream origin main. Ça veut dire que ma branche, la branche dans laquelle je suis, donc qui est main ici, va suivre maintenant la branche main ici du dépôt origin. Donc qui est bien mon dépôt GitLab, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Alors ça, je le fais qu'une fois. Ça me permet de configurer en même temps que de me faire mon push. Et donc ici, on a effectivement les informations qui apparaissent, qui disent bien que maintenant la branche main est paramétrée pour suivre la branche distante. Et d'ailleurs, si je refais un git branch-vv, on s'aperçoit effectivement que maintenant, il est bien marqué ici que ma branche main, elle suit la branche main du dépôt origin. Et donc, si je reviens ici maintenant sur mon dépôt GitLab, cette fois-ci, est apparu ici une nouvelle section qui s'appelle dépôt. Et ici, je vois que j'ai mon fichier readme. Et comme je le disais, comme c'est un fichier qui s'appelle bien readme et .md, automatiquement, il apparaît ici. Donc,
vous pourrez retrouver dans les supports de cours le détail de ce que je viens de faire ici. Maintenant, on va modifier notre fichier, notre projet ici, et on peut faire certaines modifications directement depuis GitLab. Notamment ici, au niveau du dépôt, on peut rajouter, ici ça va être au niveau du projet, non, voilà, ici on va pouvoir ajouter un changelog. Ça va permettre de rajouter certains fichiers à d'autres projets, et notamment, là c'est un projet Java, donc on aimerait bien avoir un fichier .gitignore paramétré pour Java, et qui donc notamment ignore les fichiers .class. Donc on va cliquer dessus, et puis ici, on va lui dire d'aller choisir un fichier .gitignore, et ici de dire qu'on veut un fichier .gitignore pour Java. Donc ici, voilà. Et là, il nous met un fichier, il nous propose un fichier .gitignore rempli avec déjà un certain nombre de fichiers à ne pas prendre en compte, donc notamment les fichiers .class, mais aussi les fichiers .jar, etc. Ici, on va pouvoir mettre un message de commit, parce qu'en fait, cette modification-là, ça consiste vraiment à créer une nouvelle version avec un niveau commit. Donc là, je vais mettre ajout d'un fichier .gitignore pour Java. Alors évidemment, on peut le modifier si le fichier ne nous convient pas, hein, et on va faire commit changes. Et ça a pour effet de créer un nouveau commit dans mon projet. D'ailleurs, on va retrouver l'information ici. Si j'affiche ici fichier, on voit bien que maintenant, j'ai le fichier .gitignore. Et si j'affiche ici les commits, eh bien, je vois que j'ai bien 2 commits. Et donc maintenant, on va revenir ici, en local, et puis on va créer un fichier Hello World pour notre projet. Donc, je crée ici mon fichier. Je vérifie que mon fichier est correct. J'ai mon programme qui me convient très bien. Je vérifie ici au niveau de Git, ce fichier est nouveau, donc je vais l'ajouter dans les fichiers qui devront être pris en charge par Git. Maintenant, je vais donc pouvoir faire un git commit. Et puis maintenant, si je fais un git log, voilà, je m'aperçois que j'avais ici la création d'un fichier README, puis la création de ma classe Hello World. Je vais donc maintenant transférer mes modifications sur mon dépôt distant avec un git push. Cette fois-ci, je n'ai plus besoin de faire le -set upstream parce que ça a été fait. Et quand je fais ça, eh bien ici, j'ai un message d'erreur avec ici impossible de pousser des références vers Git où on m'explique que ici, les mises à jour ont été rejetées car la branche distante contient du travail que vous n'avez pas en local. Alors effectivement, sur mon dépôt distant, j'ai modifié mon fichier, j'ai créé mon fichier .gitignore. Or là, je ne l'ai pas dans cette version de mon projet. Donc en fait, il faut que je commence par fusionner ce qu'il y a sur mon dépôt distant avec ce qu'il y a chez moi. Et ça se fait en local. Et là, je vais le faire donc avec un git pull qui, je rappelle, fait un git fetch, donc qui rapatrie en local la branche distante, donc le main du serveur distant, et après, il fait une fusion de ce main distant dans mon main. Quand je fais mon git pull ici, ça se passe sans problème. Donc là, il me propose un message de merge, et on voit qu'effectivement, c'est ce qui apparaît ici. Il me dit que la fusion s'est effectuée sans problème. Donc maintenant, si je regarde ce que j'ai dans mon répertoire de travail ici, j'ai bien le fichier .gitignore et le fichier hello.java. Et si je fais un git status, ici, il n'y a rien à valider, c'est-à-dire que la fusion avec le .gitignore et le hello.java, elle a été automatiquement transférée dans mon dépôt local, mais uniquement pour le moment dans mon dépôt local. Si je reviens ici sur
mon dépôt distant, eh bien, je vois bien que là, le fichier hello.java, il apparaît toujours pas. Et donc, cette fois-ci, je vais faire un git push, comme j'avais fait tout à l'heure. Mais là, comme je viens bien de partir de la version qui était sur le serveur, qui entre-temps n'a pas été modifiée, eh bien, cette fois-ci, mon git push fonctionne. Et donc, si je reviens ici au niveau de mes fichiers, eh bien, je vois que maintenant, j'ai bien mon fichier hello.java avec ici, eh bien, son contenu. Et au niveau des commits, je vois ici que je retrouve mes 4 commits, donc celui que j'avais fait pour le premier, pour le fichier ennemi, celui que j'ai fait sur le dépôt distant pour le .gitignore, celui que j'ai fait en local après pour la création du hello world, et après l'autre fait en local pour la fusion. Mais tout ça, je le retrouve sur mon dépôt GitLab. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on avait vu qu'on pouvait associer des étiquettes aux versions, mais les étiquettes, quand on fait un git push, elles ne sont pas transférées. Il faut les transférer spécifiquement. C'est-à-dire que là, ici, si j'associais à ma dernière version, ici, une étiquette, git push, git tag-a v1.0, donc là, j'ai bien l'étiquette ici, tag v1.0 qui était associée à ma dernière version. Mais si je fais un git push de base, il me dit que tout est à jour. Il faut que je lui dise explicitement de transférer sur le dépôt qui s'appelle origin mon étiquette v1.0 ici. Voilà. Et c'est à ce moment-là que j'ai bien un nouveau tag qui est créé ici sur le dépôt distant qui s'appelle v1.0. Et ça, on va le voir apparaître ici. Maintenant, si je vais sur étiquette, j'ai bien ici l'étiquette v1.0. On peut retrouver un petit peu le détail de tout ce qui s'est passé avec un git log-graph, -oneline qu'on avait pu voir, où ici on voit bien ce qui a été fait ici en local, ce qui a été fait sur le dépôt distant, et là, la fusion des deux. On peut retrouver la même information avec GitLab ici en cliquant sur graphique, où on va retrouver exactement ici eh bien, ce qui a été fait. Là, en rouge, c'est ce qui a été fait en local, et en vert, c'est ce qui a été fait via GitLab. Alors, quand on veut récupérer la version disponible sur le serveur, on l'a vu tout à l'heure, on fait un git pull. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si on travaille à plusieurs, eh bien, il y a des chances que ce qui est sur le serveur soit régulièrement modifié. Et on ne va pas forcément penser à surveiller ça. Et si on attend, nous, d'avoir terminé notre travail avant de faire le transfert sur le serveur, eh bien, peut-être que les choses auront tellement changé sur le serveur que eh bien, notre travail va être très difficile à intégrer dans ce qui est maintenant sur le serveur. Donc, en temps normal, quand on développe une fonctionnalité chez soi, ce qui peut prendre du temps, eh bien, régulièrement, on réintègre dans notre travail, dans notre branche, ce qui a été fait sur le serveur. Alors au passage, on peut toujours avoir des informations sur les branches distantes suivies par les branches locales, avec git branch-vv comme on l'a vu, ou avec git status, ou même avec git status-sb. Vous pourrez tester ces différentes commandes à votre guise. Alors ensuite, concrètement, comment ça va se passer quand on travaille à plusieurs? Eh bien, il y a une personne qui va être responsable Git, qui va créer le dépôt GitHub, qui va accorder les droits à chacun. Et puis ensuite, quand quelqu'un va vouloir travailler sur une fonctionnalité, il va commencer évidemment par faire un clone du dépôt qui est sur le serveur. Puis ensuite, il va créer une branche. Cette branche-là, il va la développer, la tester, la documenter, en éventuellement la mettant à jour régulièrement par rapport à ce qu'il y a sur le serveur. Et lorsque la fonctionnalité est terminée, on la remet dans la branche principale, donc ici main, on supprime la branche et on transfère notre main sur le serveur. Et éventuellement, on prévient l'équipe. Donc voilà un petit peu le résumé du fonctionnement. On part de la dernière version du Tron, donc toujours avant de créer une fonctionnalité, on commence par faire un git pull du Tron, on crée la branche, on travaille dedans. Alors si on veut, on peut aussi stocker la branche sur le serveur, ça permettra d'avoir des sauvegardes. Après, ce n'est pas indispensable.
Et puis, régulièrement, on va revenir sur le tronc, on va synchroniser le tronc avec ce qu'il y a sur le serveur, et on va retransférer le tronc synchronisé dans notre branche. Ça, c'est pour que, dans notre branche, eh bien, on continue de suivre ce qui se passe sur le serveur. Et puis, quand on a terminé, à nouveau, on revient sur le tronc, on récupère la dernière version du serveur, on intègre notre fonctionnalité dans le tronc, on supprime la branche et on transfère la nouvelle version du tronc sur le serveur. Alors, on va faire un petit exemple ici. On va supposer maintenant qu'on a un deuxième développeur qui va travailler sur ce projet. Donc, ici, on va regarder au niveau du projet, ici, les membres du projet. Pour le moment, il n'y a que moi. Et alors, il y a aussi une autre personne ici, Gaël Simon. Alors attention, cette personne-là, pour le moment, elle a le rôle ici, développeur. Avec le rôle développeur, elle ne va pas pouvoir travailler sur la branche main. Dans GitLab, par défaut, il y a seulement les gens qui ont le rôle maintainer qui peuvent travailler sur la branche main. Alors là, on voit que là, elle est là avec le rôle max ici. Pourquoi? Parce que dans le groupe, j'avais mis le rôle développeur. Alors, une fois que c'est fait, on peut ici lui changer le rôle éventuellement. C'est le rôle par défaut, mais là, je lui augmente ses privilèges, je lui mets le rôle maintainer. Comme ça, c'est quelqu'un qui va également pouvoir travailler sur le tronc. Donc, on va supposer maintenant qu'on ait cette nouvelle personne ici. Et bien, cette personne, elle va ici créer un répertoire. Alors, on va faire un mk dire autre. Et là, eh bien, elle va faire un git clone sur le projet. Donc, je reviens ici. Le projet, il n'a pas changé d'identifiant, ici. Donc, ici, on va aller sur clone. Et l'URL pour la connexion SSH, elle est ici. Je copie cette URL. Je fais ici un git clone avec cette URL-là. Et là, le clone a été effectué. Donc, je vais maintenant dans le répertoire démo pour GitLab. Voilà. Et là, alors, pour ce projet, histoire qu'on voit bien la différence entre les deux personnes, je vais changer les noms pour me faire passer pour Gaël Simon et git config user.email. Voilà. Donc là, on va supposer que, eh bien, cette développeuse, Gaël Simon, va modifier le fichier hello.java, ici, de façon à compléter le message en Hello World. Et puis, pendant ce temps-là, moi, de mon côté, je vais modifier le fichier hello.java, ici, pour rajouter ici un message au revoir. Voilà. Alors là, ici, on va regarder, vérifier que ça marche. Donc là, ça m'affiche un message, une erreur parce que je me suis trompé ici, j'ai pas mis le L. Ça marche bien. Et de ce côté-là, ça m'affiche Hello World. Donc on voit bien, je suis chez deux utilisateurs différents, chacun a fait ses propres modifications. Alors pour le moment, les modifications, elles ont été faites ici dans la branche main directement. D'accord? Alors ça, on pourrait l'envisager sur des modifications tout petites comme ça, mais en général, ce n'est pas ce qu'on va faire. Mais on va déjà continuer un petit peu pour voir ce qui se passe dans ce cas-là. Donc là, cette développeuse a modifié. Elle va donc faire ici un git commit-a-m, ici,
complément du message. Et puis, elle va transférer son travail sur le serveur. Ce qui se passe sans problème. Moi, de mon côté, eh bien, je vais faire la même chose. Je vais faire un git commit-a-m. Ici, ajout d'un message au revoir. Et le transfert dans mon dépôt, c'est fait sans problème. Et là, maintenant, je vais transférer cela sur le dépôt distant. Je fais un git push. Et là, à nouveau, il y a un problème parce qu'on me dit qu'il y a des nouvelles modifications qui ont été mises à jour sur le serveur. Effectivement, si je reviens sur le serveur et que je regarde ici les commits, je vois que depuis la version que j'ai récupérée là, il y a la nouvelle version développée par Gaël Simon qui est ici. Et donc, il faut que je commence par récupérer ce travail en local. Et donc ça, je le fais avec un git pull. Ce git pull, en plus, m'indique qu'il y a un souci. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a travaillé sur des lignes qui étaient au même endroit. Alors, ici, tout simplement, j'édite le fichier. Je vois effectivement que là, au même endroit, il y a eu Hello qui est devenu Hello World d'un côté et de l'autre côté, la ligne au revoir qui a été rajoutée. Je vais décider de garder le message Hello World et le au revoir. Donc, je fais la fusion à la main. Voilà. Si maintenant, je demande mon statut, on me dit que j'ai modifié le fichier, mais évidemment, il faut que je transfère ça dans mon dépôt local. Et maintenant, je retente un git push. Et là, comme j'ai fait une fusion à partir de ce qui avait été sur le serveur et qui est toujours et de mon travail, eh bien, c'est bien accepté. On le retrouve ici. J'ai bien, ici, mon travail et la fusion qui ont été transférés. À nouveau, on revoit ça sur le graphique ici. On voit bien ici eh bien, que ça, c'est quelque chose qui a été fait par Gaël Simon. Ça, c'est quelque chose qui a été fait par moi. D'accord? Et que là, on vient de faire ici une fusion. Alors, dans un cas un peu plus concret, qu'est-ce que je devrais faire si je veux créer une nouvelle fonctionnalité? Eh bien, créer une branche. Donc là, je vais faire un git branch, par exemple, francisation. Et puis après, passer dans la branche en question. Donc là, je vais essayer de franciser eh bien, le logiciel que je suis en train de développer. Donc ici, mon fichier hello.java, eh bien, je ne vais pas garder hello world ici. Je vais passer à bonjour tout le monde. Une fois que c'est fait, je teste mon programme. Ça fonctionne très bien. Maintenant, eh bien, je veux transférer ça sur le serveur. J'ai fait une modification courte, donc a priori, on va supposer que ce n'est pas passé beaucoup de choses entre-temps. Donc, je vais eh bien, revenir ici dans la branche principale. Et au cas où des modifications entre-temps auraient été faites sur le serveur, je commence par faire un git pull. Rien n'a été fait sur le serveur, donc tout va bien. Maintenant, je fusionne dans ma branche main ici ce qui a été fait dans ma branche francisation. Donc, je fais un git merge francisation. Alors, ici, git. Effectivement, j'ai oublié, depuis ma branche francisation, git checkout, j'ai oublié de faire un commit. Voilà, git commit-a-m, message francisé. Je reviens sur mon main, git checkout main. Au cas où je refais un git pull, tout est correct. Maintenant, je vais faire un git merge francisation. Et cette fois-ci, je viens bien de fusionner dans ma branche main ce qui a été sur francisation. Maintenant que c'est fait, eh bien, je peux faire un git push ici
sur mon serveur. Et voilà, ça a été fait. D'un autre côté, l'utilisatrice Gaëlle Simon, elle, va également essayer ici d'enrichir le programme. Donc, elle va créer une branche, git branch ici, enrichissement, git checkout, enrichissement. Et là, elle va pouvoir commencer à enrichir le programme. Donc, Emacs. Alors, on peut s'apercevoir que là, le message au revoir ne figure pas. Pourquoi? Parce que, eh bien, erreur qu'il n'aurait certainement pas fallu faire, c'est que ici, la développeuse est partie directement sur la création d'une nouvelle branche sans commencer par resynchroniser son tronc avec ce qu'il y avait sur le serveur. Donc, en fait, on commence à être déjà en retard sur le serveur, ce qui est un petit peu dommage. Alors là, elle s'en rend compte, donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle se dit, tiens, il faudrait quand même que j'aille voir s'il n'y a pas des choses sur le serveur. Donc, première chose ici, déjà, on a progressé dans la branche, donc on fait un git commit-a-m, ici. Voilà, donc on a avancé dans notre branche. Maintenant, on va pouvoir revenir sur la branche principale. Puis, on va faire un git pull pour la resynchroniser avec le serveur. Effectivement, il y a des choses qui ont été faites. Donc là, on vient de les réintégrer dans le tronc, ici. Mais maintenant, il faut que je mette ça dans la branche, ici, enrichissement. Donc, on repasse dans la branche enrichissement. Et maintenant, on fusionne notre tronc dans cette branche-là. Et à nouveau, il y a un conflit, parce qu'il y a des choses qui ont été modifiées au même endroit. Donc, il faut résoudre le conflit à la main. Et donc ici, alors, eh bien, il faut reprendre ceci. Alors, cette ligne-là, elle va là. Voilà. On teste notre programme. Cette fois-ci, ça marche. Donc, on vient de faire la fusion. Donc, on fait un git commit et puis, maintenant qu'on a fait la fusion, eh bien, on peut continuer à travailler ici, dans notre branche. Et donc là, on va continuer un petit peu. On reteste notre programme. Il fonctionne bien. On estime, cette fois-ci, qu'on a terminé. Donc, on va à nouveau transférer ça dans notre branche. Poursuite enrichissement. Une fois que c'est fait, on revient dans le tronc. On dit checkout main. On fusionne ce qui a été fait dans notre branche enrichissement. Cette fois-ci, c'est fait. Et là, je sais que j'ai plus besoin de travailler sur la branche enrichissement. Je vais donc pouvoir la supprimer. Mais avant, on peut vérifier. Donc ça, c'est un petit peu l'historique de des différentes versions de notre projet. Donc on s'aperçoit que ça commence à devenir quand même un petit peu compliqué. Qu'on avait ici notre branche enrichissement, que main pointe au même endroit. On peut supprimer la branche enrichissement. On va maintenant vérifier qu'il n'y a rien à récupérer depuis le dépôt distant. C'est à jour, donc on va pouvoir faire un git push, cette fois-ci, de notre main sur le dépôt distant. Et comme ça, eh bien, le travail qui a été fait dans notre branche, qui a été maintenu à jour par rapport au dépôt distant, eh bien, il peut finalement être complètement intégré dans le dépôt.
Et là, à nouveau, si je regarde ici maintenant les différents commits, je retrouve ici tout ce qui s'est passé avec ici la vue graphique du fonctionnement. Alors, il reste une dernière petite chose à faire, c'est qu'ici, l'utilisateur Mermet, ici, eh bien, il avait a priori terminé de travailler sur la branche francisation, mais il n'avait pas supprimé. Il faut donc la supprimer. Une fois qu'un travail est terminé, il n'y a plus besoin de maintenir la branche et on peut la supprimer. Voilà, et donc voilà comment on peut travailler à plusieurs avec Git dans un mode relativement simple.